Bonjour Thomas Lecuy, Bonjour, enchanté. merci d'être avec nous au sein de l'École normale supérieure. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes biologiste, entre autres spécialiste de la morphogenèse. Vous travaillez pour l'Institut de biologie du développement de Marseille et vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire dynamique du vivant. Vous avez été avant cela diplômé au sein de l'ENS et de l'Université Paris 6. Vous avez aussi étudié et fait des recherches à l'étranger. On peut citer l'Allemagne ou bien les États-Unis. Tout à Vous êtes fait. passé notamment à New York, à Princeton. Vous êtes aussi directeur du Centre Turing pour les systèmes vivants, membre de l'Académie des sciences, et vous avez reçu de nombreux prix, je n'en cite que trois, le prix Liliane Bettencourt pour les sciences de la vie, la médaille d'argent du CNRS, ou encore le grand prix Victor Nourri de l'Académie des sciences. Nous mettrons dans la description de la vidéo vos leçons au Collège de France, Dynamique du vivant 2018, édition Fayard, vos cours sont aussi disponibles sur YouTube. On invite nos camarades à les découvrir. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de différents sujets, notamment on va essayer de parler de la molécule jusqu'à la cellule, même jusqu'aux organismes, et puis parler de manière non pas fixe comme on peut le faire parfois en biologie, mais en termes de dynamique. Question introductive peut-être un peu surprenante, qui a beaucoup intéressé les étudiants en sciences sociales. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier selon vous? Est-ce qu'il y a une réponse biologique à cette question? Alors quand on pose la question de qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule, on songe déjà aux choses que l'on connaît, à savoir que tout organisme vient d'un œuf. Et d'ailleurs, cette notion a été forgée dès le XVIIe siècle par un certain William Harvey, qui était aristotélicien dans l'âme et qui avait découvert cette origine de tout embryon à partir d'un œuf. Et le point important, c'est que quand on parle de la relation entre l'œuf et la poule, on fait référence à cette notion d'hérédité, à savoir que tout organisme doit hériter de quelque chose par sa mère, transporté par l'œuf. Et c'est quelque chose qui a mis, à vrai dire, des siècles avant de se forger et d'être compris à un niveau, on va dire, scientifique, c'est-à-dire vraiment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc déjà comprendre le mécanisme de l'hérédité, c'est comprendre le fait qu'effectivement tout organisme vient d'un œuf. Mais comme l'œuf lui-même, effectivement, vient d'un organisme qui le produit, à savoir une poule en l'occurrence, on voit bien que donc cette façon circulaire de présenter les choses, en fait, correspond à une façon linéaire de voir l'évolution en fait, des organismes vivants à partir de ce qui serait peut-être la première cellule, qui, d'après les résultats des scientifiques, date de environ 4 milliards d'années, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années après la création de la Terre. Donc finalement, cet argument circulaire d'un point de vue logique peut aussi se projeter sur une échelle, on va dire, historique et véritablement linéaire depuis l'origine des premières cellules. Et donc ceci nous renvoie à cette origine du vivant. Et finalement, pour conclure, la question de l'hérédité, qui est une notion très importante, cellulaire de tout organisme, que ce soit une bactérie ou un être vivant comme l'être humain, dans l'histoire des sciences, est venu en fait chambouler une perspective mécaniciste importante qui s'est forgée au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à savoir que en abandonnant le vitalisme, toute science, tout organisme s'explique par des raisons, par des mécanismes physico-chimiques. Et la question de la génération spontanée qui a été combattue par Pasteur a remis en question, en apparence du moins, ces fondations des sciences en disant que tout organisme venait d'une cellule. Donc finalement, la question de l'œuf et la poule et de l'hérédité peut maintenant être comprise sans chambouler ces fondements physico-chimiques du vivant. Mais à vrai dire, c'est une question extrêmement profonde qui est posée par cette question de qu'est-ce qui vient en premier. Et donc, ce n'est pas une question surprenante, c'est une question très profonde. Et je dirais pour conclure qu'on peut aujourd'hui concilier l'idée d'une histoire, qui est vraiment très important en histoire dans la biologie du vivant et que Lamarck a découvert, et puis en même temps l'idée qu'il y a une fondation physico-chimique du vivant. L'un et l'autre sont maintenant compris et se côtoient l'un de l'autre. Voilà. Deuxième question, on a quelques amateurs de science-fiction au sein de l'ENS et de la Sorbonne. Certains voulaient vous poser, peut-on faire revivre, comme dans certains films, pourrait-on du moins théoriquement faire revivre des espèces disparues comme des dinosaures ou des mammouths? Alors cette question en fait est en partie liée à la précédente parce que finalement
en ayant dit que tout le vivant en fait, s'inscrit dans une histoire et donc dans une temporalité linéaire depuis la première cellule, c'est accepter le fait que la vie a besoin de cette dépendance à une certaine histoire pour se perpétuer. Si l'on prend, et donc on en revient à l'observation que je faisais sur la génération spontanée, les physico-chimistes du début du 19e siècle, à l'époque de Pasteur et le fameux Pouchet qui s'opposait à Pasteur, disaient d'une façon tout à fait juste que, étant donné qu'il n'y a pas de vitalisme qu'on puisse défendre, que si l'on prenait une cellule et qu'on la décomposait en ses éléments physico-chimiques, étant donné que seuls les processus physico-chimiques rendent compte des propriétés du vivant, en laissant ces molécules ou ces cellules aller à leur simple spontanéité dissociation, comme les grands philosophes du XVIIIe siècle, comme Buffon, Diderot et Maupertuis l'ont défendu, alors la vie réapparaîtrait dans le tube à essai où cette dissociation avait lieu. Et donc finalement, si l'on songe à un organisme vivant comme un dinosaure ou autre qu'on voudrait faire revivre, on sait bien en fait que les composés physico-chimiques ne sont pas suffisants pour le faire revivre, il faut utiliser une certaine hérédité. Alors cette hérédité aujourd'hui elle est comprise d'un point de vue de l'ADN, et donc on entend ici et là dans les journaux qu'en clonant l'ADN d'un mammouth on pourrait le faire revivre. Sauf que l'hérédité en biologie dont il s'agit est beaucoup plus riche que simplement l'hérédité génétique. Et donc ça renvoie en fait à cette question de savoir quelle hérédité est la plus fondamentale pour permettre de perpétuer la vie. Eh bien en fait c'est une interaction complexe entre un ADN qui contient une certaine information, on va dire, et puis la cellule dans laquelle cette information, avec laquelle elle interagit et qui lui donne tout son sens. Et donc pour faire revivre un organisme, il ne faudrait pas simplement son ADN, il faudrait aussi une cellule qui l'abrite, dans laquelle finalement cet ADN s'exprime, se manifeste, et c'est la coexistence, l'interrelation entre cette cellule et l'ADN qui finalement forme un tout indissociable et qui permet à la vie de se transmettre. Donc si on prend des spores de certaines plantes qui ont été congelées depuis certaines dizaines de milliers d'années parfois dans les glaces de Sibérie, oui, on peut faire repartir la vie parce qu'elle a été comme suspendue à basse température. Mais dès lors que l'on commence à séparer ou l'ADN ou le reste, en fait, on crée une espèce de dissociation qui rompt en fait le processus d'hérédité et la transmission de la vie. Pourquoi j'aurais tendance à dire que pour faire revivre un mammouth ou un dinosaure ou que sais-je encore, en tout cas, non seulement il faudrait l'ADN, mais il faudrait en fait abriter toute la cellule qui contient une information pertinente. Et à ce jour, en fait, on ne voit pas comment on pourrait le faire. D'accord. Autre question qui peut paraître un peu crédule, c'est comment pourriez-vous expliquer de manière simple, en termes de génétique, pourquoi les gens ressemblent de manière assez triviale à leurs parents? Encore une fois, une question liée sur la question de l'hérédité. Donc là, on est vraiment dans des questions très importantes, des questions qui, effectivement, ont sans doute été les plus importantes pour les scientifiques, ou même les philosophes de la nature, comme on les appelait autrefois, et qui s'interrogeaient sur voilà, cette question de l'hérédité. Et pourquoi ressemble-t-on à ses parents? Alors, d'ailleurs, peut-être une petite référence à un très grand physicien, Erwin Schrödinger, dans son livre What is Life, qu'il a publié suite à une conférence en 1954, si ma mémoire est bonne. En fait, faisait référence à cette question de l'hérédité, notamment dans la lignée des Habsbourg. En fait, il y a le prognatisme et la lèvre habsbourgeoise qui, en fait, c'était visible dans les tableaux pendant plusieurs siècles. Et donc, il y a quelque chose qui se transmet non seulement des parents aux enfants, mais également pendant des générations. Pourquoi ressemble-t-on à nos parents? En partie parce que l'on hérite d'eux toute une série d'informations, certes génétiques, mais également on hérite de certaines organelles de la mère, les mitochondries, dans l'œuf à partir duquel tout organisme provient. Il y a certes de l'ADN, mais également des organelles, une cellule elle-même qui est en fait héritée de la mère. Et donc, c'est toute une information complexe et pas simplement génétique qui est héritée et dont l'interaction produit en fait cet organisme qui a donc quelques ressemblances avec les parents. Alors que l'ADN joue un rôle singulier dans cette hérédité, c'est clair, et pour s'en convaincre, il suffit de considérer les jumeaux homozygotes, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, qui sont différents mais qui ont des similarités, en tout cas phénotypiques, sous la forme assez flagrante. Donc on est loin d'avoir une explication profonde de pourquoi il y a une telle ressemblance, mais en tout cas, on sait vers quoi chercher pour trouver une réponse. D'accord. Autre question extrêmement importante, vous avez parlé des cellules. Comment pourriez-vous expliquer comment font ces cellules pour croître et se diviser? Comment vous expliqueriez ça à un étudiant qui n'est pas un spécialiste de la biologie?
Donc le processus de division cellulaire et de Exactement. croissance. Alors qui dit croissance dit augmentation par définition de la masse ou du volume. Et donc là, il y a une question d'apport de masse et d'apport d'énergie pour soutenir cette croissance. Qui dit division cellulaire dit un mode particulier de croissance par lequel, lorsqu'une cellule double son contenu, elle va se diviser en deux pour former deux cellules qui auront le même contenu que la cellule initiale avant même qu'elle ne croisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croissance proliférative. Mais il y a des croissances cellulaires qui sont sans prolifération, des cellules qui ne se divisent pas et qui deviennent simplement plus grosses. Il y en a dans l'organisme humain, il y en a dans beaucoup d'organismes. Donc il faut distinguer un peu les deux. Le phénomène de croissance en tant que tel est sans doute un des sujets aujourd'hui dont on comprend certes les fondements principaux, mais qui n'est pas pleinement compris. Comment les cellules gardent un contenu à peu près homogène, quand les cellules savent-elles qu'elles doivent se diviser ou non. Le phénomène de croissance est une question qui fait l'objet de recherches assez importantes, notamment du point de vue de l'énergétique du processus, et pas simplement des voies métaboliques, chimiques sous-jacentes. La question de la prolifération, c'est une question connexe, c'est-à-dire que, en gros, la mécanique de comment une cellule se divise, on le comprend assez bien, mais savoir quand la cellule sait qu'elle doit se diviser, là aussi, on connaît un certain nombre de choses, mais il y a aussi des recherches en cours. Et puis enfin, ce qui est peut-être le plus important, c'est que dans un organisme vivant, comme la croissance est par définition exponentielle, en ce sens que à part d'une cellule en forme 2, qui en forme 4, etc. Et donc, tout phénomène exponentiel demande un arrêt, un ralentissement pour arriver à une taille finie. Et donc, l'organisme sait, d'une certaine façon ou une autre, sait, entre guillemets, quand ralentir la croissance pour que déjà nous ayons des membres de taille équivalente, que nous soyons globalement plutôt symétriques, et puis que finalement nous ayons une taille finie avec des proportions bien respectées. Et ça, c'est une question qui n'a pas aujourd'hui de réponse approfondie, qui est un grand sujet de recherche. Donc la question simple de la croissance, aujourd'hui, même si on comprend, j'allais dire, les mécanismes les plus fondamentaux, universels, comprendre comment, à partir de ces lois de croissance, il y a des proportions respectées ou non, et comment dans certaines maladies comme le cancer, qui est une maladie de la croissance, finalement la croissance ne s'arrête pas pour certains organes, pour certains groupes cellulaires. Voilà quelque chose qui n'est pas encore bien compris. C'est passionnant pour le coup. Une autre question, vous venez de parler de cellules et vous avez évoqué avant une cellule apparue il y a environ 4 milliards d'années. Est-ce que cette cellule apparue il y a 4 milliards d'années est un ancêtre commun à tous les êtres vivants qui peuplent la Terre? Alors peut-être déjà reprendre les premières traces les plus anciennes de cellules, traces que l'on peut observer à partir de certains fossiles qu'on appelle les stromatolites, qu'on trouve dans certaines régions du globe aujourd'hui, dont on a des fossiles anciens, ainsi que des données phylogénétiques, renvoient la date initiale des premières cellules autour de 4,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc il y a encore peu de temps, ces données à la fois phylogénétiques et géologiques qui renvoient à des notions un peu presque de fossiles. On n'a pas vraiment les fossiles des bactéries de cette époque, on voit des concrétions qui ressemblent à ce qu'auraient pu produire des bactéries. Cette image-là nous indiquerait que, étant donné les bombardements météoritiques qui rendaient la vie impossible pendant les premières centaines de millions d'années de la formation de la Terre, il aurait fallu finalement quelques centaines de millions d'années seulement pour former les premières cellules à partir de la soupe chimique primordiale dans les océans ou autres. Mais très récemment, il y a un article qui a été publié il y a quelques semaines, à partir de nouvelles données phylogénétiques plus avancées encore, qui suggère, qui renvoie une date plus ancienne encore, autour de 4 milliards d'années. Donc encore reposant sur des données phylogénétiques, pas de fossiles. Si c'est exact, ça veut dire que finalement, les premières cellules se seraient formées extrêmement rapidement dès lors que les conditions géologiques, c'est-à-dire la température principalement, est apparue. À l'époque, d'ailleurs, si c'était bien le cas, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. La composition chimique était très différente de l'atmosphère, beaucoup de CO2, enfin bref, une Terre très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce que cela indique, c'est que ces premières cellules, les premières bactéries ou des archéas, qui sont non pas vraiment exactement des bactéries, mais en tout cas des organismes unicellulaires très simples, se seraient formés en relativement peu de temps à l'échelle des temps géologiques, ce qui pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que finalement, comme si les conditions chimiques étant réunies, ou les conditions physico-chimiques étant réunies,
il ne fallait pas tant de temps pour que la première chimie du vivant donne naissance aux premières cellules. Ce qui, effectivement, est quelque chose d'assez remarquable. Je pense que c'est un sujet qui est très débattu. Le fait qu'il y ait des publications récentes qui repoussent encore la date à des périodes plus anciennes montre que c'est un sujet qui, en tout cas, fait l'objet de beaucoup d'études, de spéculations. On ne pourra jamais véritablement reconstituer avec certitude le scénario, mais en tout cas, on pourra envisager des possibilités avec plus de précision. Voilà. C'est un sujet, on parlera d'interdisciplinarité ensuite, mais on a eu l'occasion par exemple de recevoir votre collègue Alessandro Morbidelli, Oui. qui lui est astronome planétologue, Tout à fait. et il nous expliquait que pour les cosmochimistes, pour les astronomes, ces questions les intéressent énormément Bien pour sûr. prévoir ou essayer d'estimer sur des exoplanètes, etc., comment la vie peut se former, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est probable ou non. Donc c'est des questions qui peuvent intéresser aussi beaucoup les étudiants. Une question suivante, on vient de parler beaucoup de cellules. Quel est le plus petit élément qu'un biologiste peut observer dans les différentes études qu'il mène? Qu'il mène? Est-ce que ce sont des cellules? Est-ce que ce sont des virus? Qu'est-ce que vous pouvez étudier de plus petit? Alors, ce que l'on peut étudier, il y a ce que l'on peut étudier et ce que l'on peut observer. Donc, ce que l'on peut observer avec les moyens de la microscopie, on peut observer des molécules individuelles. Une molécule, une protéine par exemple, est typiquement de l'ordre du nanomètre, du milliardième de mètre, donc une toute petite entité. On ne peut pas véritablement résoudre avec les moyens optiques une molécule d'une taille de 1 nanomètre, mais on peut voir sa trace. Elle apparaîtra plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Avec des méthodes de microscopie conventionnelle, elle apparaîtrait comme une tache floue de quelques centaines de nanomètres, 200 nanomètres, donc 200 fois plus grosse qu'elle. Et avec des techniques de super résolution, on descend à 20, 30, 40 nanomètres. Donc en fait, on peut voir des molécules qui seraient séparées l'une de l'autre de, en gros, quelques dizaines de nanomètres. Mais si on sait que la molécule est isolée, et on a des techniques pour s'en assurer, à ce moment-là, on peut voir une molécule individuelle. On peut même la voir se déplacer. On peut observer la dynamique de molécules individuelles. Alors non seulement dans les systèmes in vitro reconstitués, mais même maintenant in vivo. Donc, la microscopie a fait beaucoup de développement, a connu beaucoup de développement ces 20 dernières années en particulier, elle permet maintenant d'observer en temps réel des molécules dans des organismes entiers. Dans notre laboratoire, il y a une vingtaine d'années, on était déjà très heureux de pouvoir observer des ensembles de molécules non pas résolues les unes par rapport aux autres, mais qui nous permettaient de suivre la dynamique cellulaire et même certains aspects de la dynamique intracellulaire, leur déformation, etc., en temps réel dans un organisme vivant. Maintenant, on peut aller jusqu'à voir dedans des molécules individuelles dans certaines conditions. Question, cette fois-ci, on va rentrer dans un jeu de questions, des questions qui sont un peu plus précises. La première, pourquoi certaines cellules, là je parle en l'occurrence des cellules neuronales, peuvent survivre entre guillemets toute une vie, alors que d'autres, comme les cellules de la peau ou de l'intestin, se renouvellent constamment? Quel mécanisme biologique explique cette différence, par exemple, entre les cellules neuronales ou celles qu'on retrouve dans l'intestin? Alors, il y a un certain nombre de cellules qui sont renouvelées rapidement, sans doute parce qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi, au sens où un tissu qui connaît par exemple une dynamique importante, il y a des changements de configuration qui fait que certaines cellules prolifèrent, d'autres vont mourir, donc il y a une espèce de renouvellement permanent et qui serait peut-être là à l'état latent dans la vie d'un organisme, d'un organe. Par exemple, pensons à l'intestin, en 5 jours, je crois, la plupart des cellules sont renouvelées, sauf les cellules souches. Et dans le cas d'une infection, par exemple, bactérienne ou virale de l'intestin, eh bien, en fait, il y a un nombre plus important de cellules qui sont lésées, renouvelées, etc. Donc, c'est finalement dans l'ordre naturel des choses. Ce renouvellement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément qui montrerait une déficience de l'organe qui aurait besoin de se renouveler, mais finalement, la possibilité d'être maintenu pendant très longtemps vient précisément du fait que l'organisme a cette plasticité, cette capacité de renouvellement. C'est très différent de la perception que l'on a de la durabilité d'un bâtiment, par exemple. Un bâtiment, quand il est construit, son architecture doit être stable, robuste, résister aux intempéries, et donc les pierres doivent rester en place, et c'est une façon de concevoir les choses. Dans le vivant, la possibilité de vivre pendant quelques dizaines d'années pour l'être humain vient du fait que, précisément, il y a une plasticité, c'est-à-dire une capacité de renouveler ce composant, de faire peau neuve à chaque instant. Et donc, c'est cette faculté de renouvellement qui permet la durabilité.
Alors effectivement, il y a des types cellulaires. Alors on pourrait s'interroger pourquoi toutes les cellules ne font pas ça. Parce qu'on comprend maintenant la logique qu'il y aurait derrière la possibilité de se renouveler. Cela permet une plus grande stabilité au cours des années. Et donc une longévité plus importante. Alors pourquoi des cellules font exception? En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Il y a au moins deux types cellulaires qui font exception. Il y a les ovocytes, par exemple des femelles chez les mammifères, alors chez l'homme, chez les femmes, donc ces ovocytes sont donc produits in utero, ont une maturation et après sont bloqués et puis sont réactivés lors des cycles pendant des décennies. Et donc ces cellules-là doivent rester le plus longtemps possible dans un état sauvegardant le matériel génétique, et donc l'évolution a sélectionné les mécanismes pour s'assurer de cette stabilité, la conformation de ces cellules. Les autres, ce sont évidemment les cellules neuronales. Alors là, dans le premier cas, il s'agit de l'hérédité. On veut garder des cellules qui doivent être dans un état préservé, et donc on ne peut pas songer à s'en débarrasser et les refaire. C'est-à-dire qu'il y a un stock qui est fait et après il est réactivé au bon moment. Pour ce qui est des cellules du système nerveux, peut-être que là, la stabilité des neurones est liée au fait qu'ils sont inscrits dans des réseaux d'interaction très complexes qui sont associés au processus de mémoire et de fonctions beaucoup plus complexes, de cognition, etc. Et que donc, si jamais il y avait un renouvellement profond de tous les neurones, peut-être que cela mettrait en péril certains aspects de la mémoire. En tout cas, c'est une spéculation assez logique que l'on peut faire. Donc peut-être que la stabilité des neurones est le prix à payer pour garder une mémoire à plus long terme de certains éléments. Il y a quelques neurones, cela dit, qui se renouvellent, comme les neurones du bulbe olfactif associés à l'odorat et quelques autres exemples. Donc voilà, la stabilité deviendrait presque une exception à une règle qui serait, oui, un peu le nécessaire dans certains cas très particuliers de fonctions qui demandent peut-être une stabilité de certaines configurations. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. Et alors, est-ce que le fait que certaines cellules ne se renouvellent pas participe au vieillissement et ensuite à la mort des êtres vivants? Ou est-ce que ça n'a aucun lien? Enfin, comment ce non-renouvellement des cellules participe au vieillissement et puis à la mort des êtres vivants? Alors, le vieillissement des êtres vivants, d'abord, il est nécessaire pour qu'il puisse y avoir une transmission de la vie, enfin une perdurance de la vie, c'est-à-dire que si tous les organismes vivaient sans jamais mourir, il y aurait un épuisement des ressources et il n'y aurait plus la possibilité d'une génération à l'autre d'avoir une adaptation évolutive cette fois-ci, non pas simplement physiologique, à un environnement qui peut être changeant. Donc le succès de la vie à travers les milliards d'années a nécessité en fait la mort des organismes. Voilà, la mort des organismes. Donc déjà, on peut comprendre cette nécessité au regard de la transmission de la vie et de son évolution sur les très grandes échelles de temps. La deuxième chose, c'est voilà, quels sont les mécanismes qui limitent la longévité d'un organisme? Il y en a de plusieurs ordres. Il y en a un qui est lié en fait au mécanisme de vieillissement de l'ADN, ces extrémités des chromosomes qu'on appelle les télomères, dans lesquels là il y a un processus naturel de vieillissement voilà, qui est à l'œuvre, qui est comme une espèce d'horloge de vieillissement interne à l'organisme. Il y en a d'autres qui sont plus liés au processus métabolique, c'est-à-dire que toute l'énergétique de la cellule qui permet à la cellule de rester en vie, d'être dans une dynamique perpétuelle, nécessite une consommation d'énergie chimique de façon très importante. Mais il y a un sous-produit de ces activités métaboliques, c'est la production de certaines espèces chimiques qui sont toxiques pour l'organisme, contre lesquelles l'organisme se protège en permanence en limitant leur impact, mais à très très bas bruit sur des grandes échelles de temps. Il peut y avoir des lésions associées à cela qui font que l'organisme, à un certain stade, pourrait finalement connaître un vieillissement général de toute sa physiologie. Et on connaît certains aspects de ces processus chimiques qui sont en jeu dans ce vieillissement. Donc voilà, donc le vieillissement il est lié aussi au fonctionnement de toute la structure cellulaire, etc. Il y a des choses liées à l'ADN. Mais il faut surtout remarquer que, étant donné la dynamique perpétuelle qu'il y a dans une cellule, le fait qu'aujourd'hui il puisse y avoir des organismes qui vivent plusieurs dizaines d'années est assez exceptionnel, assez remarquable.
Et puis sans compter que même certains organismes comme des plantes peuvent vivre des milliers d'années. Hein. Pensez aux séquoias géants et autres. Les cellules souches à l'extrémité d'un séquoia géant, en fait, renouvellent perpétuellement depuis la formation du premier arbre. Donc là, il y a des choses qui sont sans arrêt, finalement, dans un état de jeunesse. Voilà, donc on voit dans le vivant, à travers les animaux et les plantes, des organismes qui semblent ne pas vieillir, d'autres qui vieillissent plus rapidement. Si on regarde le nombre de battements de cœur, par exemple, dans une petite souris ou un éléphant, dans leur vie, c'est à peu près le même. Sauf qu'il est beaucoup plus rapide chez une petite souris que chez un éléphant. Et donc finalement, si on regarde tous les organismes, mammifères, le nombre de battements de cœur par vie est à peu près le même. Comme s'il y avait une espèce de limite. Voilà. Et ça, on peut l'expliquer ça par ces questions d'ordre liées au métabolisme des cellules. Voilà. Il faut peut-être trop de temps pour développer cette chose-là. J'en parle un peu dans mes cours au Collège de France il y a quelques années sur la croissance pour les gens qui sont intéressés. Est-ce que vous pourriez nous parler de la morphogenèse, d'expliquer dans un premier temps aux étudiants qui ne connaissent pas la biologie en quoi cela consiste? Alors, qu'est-ce que la morphogenèse? Alors, pour les gens qui ont fait un peu de grec, morpho, la forme, genèse, l'apparition de la forme. Donc finalement, c'est cette question évidente quand on regarde les organismes vivants et de l'être humain jusqu'aux plantes ou n'importe quel autre organisme. Le vivant et se caractérise par son organisation. Chose qui a été appréhendée depuis toujours, hein, depuis les philosophes grecs. Certains grands penseurs philosophes comme Kant et après Lamarck ont souligné l'importance de cette organisation pour parler du vivant. Donc ce n'est pas simplement un statut de dynamique, mais c'est aussi une certaine organisation. Donc rendre compte de cette organisation, c'est le sujet de la morphogenèse. Donc la morphogenèse, c'est un sujet à vrai dire central en biologie parce qu'il rend compte de l'apparition de structures organisées qui sont donc liées directement à une fonction. Parce qu'une forme, une pierre a une forme, tout a une forme. Mais la forme du vivant, c'est quelque chose qui est associé à une fonction. En anglais, on peut utiliser shape ou form. Comme souvent en anglais, on peut utiliser les racines plutôt anglo-saxonnes ou latines ou grecques, en l'occurrence, pour signifier des choses qui, en français, on n'utilise qu'un seul mot. Et donc, en anglais, forme va plutôt dire quelque chose qui est associé à la fonction. Donc voilà, quand on pense forme, morphogenèse, on pense structure associée à une fonction ou dépositrice d'une certaine fonction associée. Voilà, donc c'est le sujet fondamental de la morphogenèse. D'où viennent les formes? Et c'est une des grandes questions qui ont interrogé les scientifiques, les penseurs, les philosophes depuis au moins les philosophes grecs. Oui. Alors nous en avons parlé un peu tout à l'heure lorsqu'on évoquait les dinosaures, mais en quoi l'étude de l'ADN ancien, celui extrait des fossiles, des sédiments, peut-il éclairer notre compréhension actuelle de l'évolution humaine, notamment de l'évolution humaine? En quoi l'étude de l'ADN ancien peut éclairer je ne suis pas sûr que ça puisse beaucoup éclairer, à vrai dire. Voilà, donc je pense que l'étude des fossiles, enfin, quand on voit la genèse de la théorie de l'évolution, elle s'est faite à la confluence d'observations de fossiles, de structures qui avaient disparu, d'espèces qui n'existaient plus, dont on avait des fossiles avant. Donc clairement, la découverte des fossiles a été l'une des de données qui ont remis en question un schéma peut-être fixiste, même si Cuvier, hein, si important en France, était un fixiste convaincu, et s'est opposé aux thèses de l'évolution, qui étaient pourtant héritées minimum des penseurs du XVIIIe siècle, comme Maupertuis, hein, qui est dans une perspective physicaliste en fait du monde vivant. Donc voilà, l'étude des fossiles anciens a joué un rôle important dans la genèse de la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, pour comprendre l'évolution ancienne et celle peut-être en cours, on utilise des données liées aux structures, mais également à l'ADN, l'interaction entre les deux. CRISPR, comment ça pourrait transformer notre compréhension soit de l'évolution, soit des maladies, par exemple? Bon, CRISPR, à l'origine, c'est un mécanisme qui a été découvert chez les bactéries d'immunité contre des attaques virales qu'on appelle des bactériophages. Donc finalement, le système CRISPR chez les bactéries est un mécanisme de défense par lequel en fait les séquences virales sont internalisées dans le génome de ces bactéries
de telle sorte qu'une attaque future d'une bactérie va générer des petites séquences d'ARN qui vont reconnaître le virus et le détruire. Il se trouve que lorsqu'on a commencé à comprendre ces mécanismes CRISPR, on a pu l'utiliser à notre profit pour faire de l'édition génétique, c'est-à-dire vraiment de nous-mêmes, sous contrôle, façonner certaines séquences génétiques et donc rendre accessible à tous les organismes la possibilité de modifier l'ADN et d'en voir les conséquences. Donc aujourd'hui, CRISPR pourrait être utilisé dans le domaine médical pour corriger certaines mutations génétiques dans les cellules souches, permettre ainsi un renouvellement, de corriger certaines cellules. Donc c'est peut-être pour cela qu'il y a eu le prix Nobel pour reconnaître la découverte de ce système CRISPR-Cas9 qui permet en fait l'édition génétique bien mieux contrôlée qu'avant, bien plus efficace et dans le meilleur des cas pour corriger des mutations associées à des pathologies. Alors vous allez le voir, d'autres questions qui ont intéressé nos biologistes qui sont davantage des questions éthiques par exemple que des questions purement de sciences dures. Avant de vous les poser, serait-il possible théoriquement de modifier un embryon pour éviter par exemple une maladie héréditaire? Alors pour modifier, déjà si on veut modifier une maladie héréditaire, imaginons le scénario concret. Des parents attendent un enfant, un embryon, et ils détecteraient une anomalie génétique. Aujourd'hui, lorsque c'est le cas, si l'anomalie est assez importante, il est proposé aux parents un avortement thérapeutique ou autre. Si l'on voulait corriger cette anomalie, il faudrait le faire au bon moment. Aujourd'hui, intervenir sur un embryon, le développement animal se produit dès les premières semaines du développement embryonnaire humain. Donc à ce stade-là, même certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont encore enceintes, ou c'est le tout début, les premières semaines, donc les 2 premiers mois. Intervenir à ce stade-là paraît extrêmement périlleux. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui les gens considèrent que l'on veuille intervenir dans un embryon à ce stade-là. Et puis il s'agira en plus de voir que corriger, comment corriger sur de toutes petites structures dans lesquelles il y a des processus dynamiques extrêmement importants. Et effectivement, ce qui se passe pendant les 2-3 premiers mois de la gestation, de la grossesse chez l'homme et la femme, c'est quelque chose qui peut induire en fait toute une série de pathologies plus tard, même chez l'adulte. Alors, l'autre perspective, ça serait non pas d'intervenir sur l'embryon qui se développe in utero, mais plutôt d'agir sur un embryon que l'on après une fécondation in vitro, d'utiliser la technologie pour faire se développer cet embryon, cet œuf fécondé dans ses premières étapes de développement, et voyant qu'il y a une anomalie, d'intervenir ex vivo. Là aussi, ce n'est pas sans poser de difficultés techniques. Aujourd'hui, la méthode utilisée largement, c'est de sélectionner les embryons qui correspondent aux critères que l'on se donnerait d'être en bonne santé. Et c'est là, évidemment, que ça pose, à mon avis, de grandes questions éthiques. C'est que où introduire la norme, selon quels critères, et on voit bien qu'ici, il y a une possibilité d'eugénisme qui est extrêmement forte. Donc, à mon humble avis, le domaine dans lequel il est plus facile d'opérer, c'est celui qui pose le plus de questions éthiques. Voilà, donc je pense que c'est important que, pas simplement les scientifiques, mais la société dans son ensemble soit bien informée des possibilités concrètes offertes par la science aujourd'hui, qu'en toute transparence, les scientifiques, avec les gens de la société civile, puissent discuter des possibilités techniques, de leur développement, des enjeux éthiques associés, parce qu'il s'agit véritablement de se protéger contre l'eugénisme que les sociétés démocratiques ont toujours condamné, contre lesquelles elles ont lutté. Souvenons-nous qu'en fait, au XIXe siècle, et même jusqu'encore au XXe siècle, dans les pays anglo-saxons en particulier, en Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en fait, il y a eu des courants eugénistes extrêmement forts, dans la lignée en fait, du darwinisme, etc., Malthus, etc. Donc il y a toute une tendance philosophique. Il y a des gens très respectables même en sciences qui n'hésitaient pas au début du XIXe siècle, du XXe siècle, à défendre des thèses eugénistes. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2025, il faut toujours être très vigilant pour voir même de façon larvée en fait, revenir en fait, des tendances eugénistes dans notre société. Aujourd'hui, il y en a. Hein. Il y a clairement
des embryons qui, pour des raisons qu'on décide, même certains avec beaucoup de bon sens pensent que c'était évident, qu'il ne faut pas autoriser certains embryons à se développer. Voilà, je pense que c'est une grave question et aujourd'hui les nouvelles possibilités obligent en fait à s'interroger sur les possibilités. Voilà. Et nous venons de voir que des questions de biologie pouvaient amener à des questions de philosophie et de sciences politiques, ce qui me permet de parler d'interdisciplinarité. Oui. On voit de plus en plus de biologistes utiliser la physique, les mathématiques, l'informatique. Peut-on encore faire en 2025 de la biologie sans ces autres disciplines? Pour moi, la réponse est simple, c'est non. Et en un sens, je pense que c'est le plus grand problème qu'a traversé l'enseignement même de la biologie, tel que je l'ai connu, par exemple. Donc, je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette question parce qu'il y a des choses à dire. Enfin, déjà, le terme biologie, en fait, il date de seulement 1804 ou 5. La biologie comme discipline autonome, ayant un statut et une appellation distincte, ça date de Lamarck et d'un certain Treviranus en Allemagne à la même époque, 1805. Donc finalement, c'est une invention tardive. La biologie était vue comme un processus physico-chimique comme un autre par nombre de personnes, même au début du 19e siècle. Si Lamarck a tenu à lui donner ce nom particulier, c'est peut-être pour reconnaître son statut singulier au sein du monde physique. Ce n'était pas pour défendre une thèse vitaliste, ce n'était absolument pas le cas. Il était farouchement opposé au vitalisme. Mais pour reconnaître un statut particulier, en particulier cette organisation singulière, l'historicité associée au vivant, qui est à l'origine de sa thèse du transformisme, etc. Donc, il y a une invention tardive du terme de biologie, mais finalement, au XXe siècle, il y a eu, en raison du développement de la découverte de la chimie du vivant, comme une espèce d'autonomisation des sciences du vivant par rapport au reste, pour en dire une discipline, quelque chose qui devenait enseigné comme une discipline à part. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'à partir de l'après-guerre, quand la séquence d'ADN a été découverte et que la révolution de la biologie moléculaire dans les années 50, 60, 70, etc. après, que finalement, dans les écoles, on a commencé à enseigner les sciences naturelles, puis après l'appelé la biologie, ou maintenant SVT dans les manuels d'aujourd'hui, comme une discipline à part. Le problème de ce succès de la biologie, c'est qu'il y a eu un contre-coup, c'est que finalement, il s'est complètement scindé de ses racines historiques de sciences et philosophie, qui est notamment la physique, la chimie, quoique la chimie était forcément liée au développement de la biologie moléculaire, mais certainement de la physique. Et cette séparation entre physique et biologie, qui s'est vraiment développée dans la seconde moitié du XXe siècle, était en fait une rupture avec les racines plus anciennes du développement des sciences du vivant, tel que ça se faisait au XVIIe, XVIIIe et même le XIXe siècle. Alors aujourd'hui, en est-on? On dirait que depuis une vingtaine d'années, il y a eu des générations entières de physiciens venant de l'étude de la physique de la matière condensée, la physique statistique, physique de la matière molle, comme on dit, en fait, des gens qui se sont intéressés de plus en plus au vivant, et il y a véritablement une explosion de champs de la physique, on appelle la biophysique, l'étude des fondements physiques du vivant. Et donc aujourd'hui, dans les laboratoires, on voit de plus en plus de physiciens qui travaillent dans les laboratoires. Dans mon équipe, depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a eu à peu près 30% de physiciens qui ont travaillé. Et nos recherches, naturellement, par goût et par nécessité, se sont enrichies en fait de la venue des physiciens. Et donc, la réalité de la recherche aujourd'hui, dans le monde entier, la recherche sur le vivant, c'est qu'elle a été très fortement imprégnée et enrichie par l'apport des physiciens qui ne viennent pas pour apporter des solutions techniques ou simplement techniques, même si c'est un élément certes important. Ils permettent, à mon avis, une approche plus quantitative des choses, parfois des développements technologiques clés pour faire de nouvelles mesures, et surtout, ils viennent avec des nouvelles questions, un nouveau regard, qui permet de faire avancer la recherche. Donc moi, je peux témoigner dans mes recherches que mes collaborations avec des physiciens expérimentaux ou théoriciens n'a pas été pour trouver une solution technique à un problème, mais d'abord pour renouveler notre regard, poser des questions différemment et trouver des réponses ensemble. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire au niveau de la recherche. Ce qui nous conduit en fait à l'étape suivante, qui est celle de l'enseignement de la biologie. Aujourd'hui encore, et même peut-être plus que jamais, l'enseignement de la biologie est, à mon avis, déficient. Enfin, je n'ai pas peur de souligner ce point-là.
On privilégie la quantité d'informations au détriment de l'organisation conceptuelle des connaissances. Les gens, en fait, qui ne sont pas intéressés par la biologie, le sont de plus en plus, et pour de bonnes raisons. En fait, ils rejettent cet enseignement quantitatif qui masque en fait toute une réalité de qu'est-ce que c'est qu'un système vivant, quelles sont ses propriétés, choses qui ne sont jamais explicitées, alors que c'est possible d'apporter des réponses très profondes à qu'est-ce que c'est qu'un système vivant, en faisant appel notamment aux fondements physiques du vivant. Donc moi, dans mes enseignements que je fais au Collège de France, j'étais récemment dans une université pendant 15 jours avec des étudiants, à Marseille avec des étudiants d'informatique et de mathématiques, je donne les cours que je n'ai jamais eus. Les cours qui justement sont intrinsèquement interdisciplinaires. La biologie telle qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles. Donc moi aujourd'hui je pense qu'il faut tout reprendre. C'est un peu radical, ça m'arrive rarement d'avoir un discours assez radical sur les choses, mais en l'occurrence je pense que l'enseignement de la biologie doit être totalement reconsidéré. On doit revenir aux sources, c'est-à-dire tel qu'on enseignait, tel qu'on concevait le vivant au XVIIIe au XIXe siècle, sans césure entre disciplines. Certes, un physicien a un regard avec un arsenal technique, un langage mathématique, une certaine façon de regarder les choses qu'il faut préserver. Mais la biologie n'est plus le domaine réservé des biologistes. Le vivant est le domaine de tous, certainement des biologistes, certainement des chimistes et des physiciens. Mais alors aujourd'hui, maintenant, et c'est ce que je dirais pour conclure, des mathématiciens et des gens venant de l'informatique. C'est sans doute ce qui change le plus maintenant, comme tout dans notre société, l'informatique apporte des méthodes nouvelles et même des visions conceptuelles différentes pour regarder le vivant. Par exemple, est-ce qu'une cellule ou est-ce qu'un organisme, est-ce que le cerveau, est-ce que c'est une machine algorithmique qui effectue des calculs complexes ou est-ce autre chose? Voilà une question philosophiquement très connotée, très importante, dans laquelle un informaticien, un physicien, un biologiste auront des perspectives différentes qu'il faut faire se rencontrer pour avancer. Oui, bien sûr. Et nous avons eu le plaisir de recevoir Stéphane Malat, je fais le lien avec l'algorithmique, avec les sciences des données, qui nous a parlé, lui, d'intelligence artificielle. Ça me permet un lien avec la question suivante. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle permet en termes de recherche en biologie? Est-ce qu'elle permet certaines avancées? Comment vous l'utilisez, vous ou d'autres collègues? Alors, l'intelligence artificielle a un impact profond en biologie parce que l'intelligence artificielle est particulièrement adaptée pour s'intéresser à des jeux de données de très 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 grande dimension. Dans le vivant, l'espace de données biologiques est de très grande dimension parce qu'il y a beaucoup de cellules, il y a beaucoup de gènes, il y a beaucoup de protéines, il y a une dynamique. Bref, c'est une des grandes complexités du vivant, c'est son caractère hétérogène dans les très grandes dimensions. Donc, caractériser un organisme, c'est caractériser l'état de milliers de cellules minimum dans des directions qui sont celles de ces états moléculaires très diverses. Donc, aucun cerveau ne peut appréhender ces données tout seul. Donc, jusqu'à présent, on utilisait des réductions de dimensionnalité apportées par exemple, la génétique, qui opérait un filtre fonctionnel en étudiant certaines fonctions essentielles. Donc, il y avait des méthodes qui implicitement réduisaient la dimensionnalité du système. La physique, par exemple, apporte permet une telle réduction de dimensionnalité. Si on s'intéresse à des paramètres physiques effectifs comme la tension ou la viscosité, que sais-je encore, dans un système vivant, on ne va pas s'intéresser d'abord aux molécules qui sont nécessaires. On considère un paramètre physique pertinent, on peut même en faire une mesure. Après, le biologiste peut s'intéresser à quelles sont les molécules qui sous-tendent ces propriétés physiques. Donc, vous voyez, il y a différents discours qui sont à certains différents degrés qui permettent de paramétrer un système en considérant plus ou moins de dimensions. Mais si on veut s'intéresser aux données brutes sur la dynamique, l'état d'expression ou autre des cellules, à ce moment-là, on a des jeux de données tellement gigantesques que seule l'intelligence artificielle peut nous aider à en fait, comprendre, appréhender et voir des corrélations statistiques complexes entre différents états. Donc aujourd'hui, c'est nécessaire à l'étude de toutes les données moléculaires, la génétique, génomique et autres, à l'étude aussi de la dynamique par l'imagerie, la microscopie, donc on utilise beaucoup. Donc là, l'analyse des données morphométriques ou morphodynamiques de cellules en fait, est grandement facilitée par des moyens d'intelligence artificielle. On en utilise beaucoup dans notre équipe, surtout dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas, il est certain que
l'intelligence artificielle devient un outil important. Mais je voudrais souligner quand même une chose peut-être très importante, en fait, qui ne manque pas d'interroger. Jusqu'à présent, en fait, je pense qu'on peut dire que il n'y avait pas de dissociation épistémologique entre prédiction et compréhension, au sens où un modèle explicatif permettait certaines prédictions, et donc le schéma d'explication est associé à une prédiction. On peut penser à la gravitation de Newton, mais on a plein d'autres schémas en tête. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut prédire des choses sans que la compréhension ne vienne avec. Donc la prédiction devient extrêmement efficace et la compréhension ne va pas de même. Donc c'est une dissociation importante et qui ne manque pas d'interroger. Est-ce que la valeur d'une science est simplement son pouvoir prédictif ou faut-il aussi exiger qu'il y ait un pouvoir explicatif? On peut justifier la nécessité de simplement un pouvoir prédictif parce que si on s'intéresse aux applications, notamment dans le domaine de la médecine, prédire, ça permettrait d'être suffisant pour guérir. Par contre, moi j'ai tendance à croire que la nécessité de comprendre est essentielle, déjà pour voir si les prédictions sont bonnes, et puis je pense qu'il y a derrière cela quelque chose qui n'est pas simplement tourné vers la possibilité de vérifier les méthodes, etc., mais aussi la satisfaction de pouvoir se dire que l'on a vraiment un schéma explicatif adapté, profond, de voir des connexions avec d'autres domaines des sciences. Une dernière question avant de passer aux questions de conclusion. Nous avons parlé d'éthique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questionnements éthiques, enfin des questions en biologie qui vous inquiètent particulièrement? On a parlé d'eugénisme, on n'aurait pas pu parler de transhumanisme. Est-ce que des questions qui se posent en biologie vous inquiètent du point de vue éthique? Je pense qu'il y a des questions qui me préoccupent avant de m'inquiéter, en tout cas qui m'interrogent. J'en citerai au moins deux. L'une d'elles concerne l'usage médical que l'on veut réserver aux approches synthétiques, notamment autour des cellules souches. Je pense qu'il est une excellente nouvelle pour l'étude du développement animal, la possibilité de pouvoir interroger la compréhension des mécanismes humains de développement sans avoir à faire d'expérimentation sur les embryons, ce qui est éthiquement pas possible pour de justes raisons. Donc maintenant, on peut utiliser les cellules souches et étudier in vitro le développement de tissus embryonnaires pour voir comment, chez l'homme, certaines choses qu'on a découvertes dans d'autres organismes se produisent, ou voir certaines différences, etc. Donc gagner une compréhension du développement animal chez l'humain. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et c'est un domaine qui s'est considérablement développé ces dernières années. La question qui, pour moi, est une source de questionnement, c'est finalement la justification qui est apportée à ces investigations. Elle n'est pas simplement dans le domaine de la compréhension, mais finalement, pourquoi l'homme? Parce qu'on veut pouvoir intervenir à des fins médicales. Étant moi-même d'une famille de médecins, je comprends évidemment l'importance de ces approches médicales, mais il faut être très précis sur les enjeux. Que veut-on faire? Par quels moyens? Et là, on en revient aux questions dont on parlait tout à l'heure sur les moyens d'intervention, les espoirs thérapeutiques. Il est certain qu'il y a certains domaines médicaux dans lesquels on pourra faire de la théorie de remplacement, dans les tissus qui se renouvellent, en touchant les cellules souches ou d'autres cellules. Peut-être qu'on pourra guérir, et ça serait une excellente nouvelle, certaines maladies neurodégénératives, certaines autres maladies, peut-être certains cancers. Donc il y a des possibilités réelles, mais les détails sont importants. Il ne faut pas non plus faire miroiter des perspectives irréalistes aujourd'hui, en tout cas être très précis sur les possibilités et les impossibilités actuelles, qui ne sont pas simplement d'ordre technique, mais parfois d'ordre peut-être méthodologique ou même éthique. Voilà. Donc je pense que ce qui me préoccupe, c'est parfois un certain flou sur les perspectives souhaitées dans le domaine de l'application de certaines découvertes de la recherche fondamentale à des fins cliniques dans le domaine de la biologie synthétique. Voilà. Que veut-on faire? Et être assez lucide sur le fait qu'on est en train de toucher sur les matériaux humains et que donc les cellules en culture qui forment des structures organes, aucun problème. Même certains peut-être débuts de développement embryonnaire. En fait, aujourd'hui, on arrive à former des agrégats de cellules qui ressemblent à des embryons mais qui ne sont pas des embryons viables. D'un côté, on explique à juste titre que ce ne sont pas des embryons humains parce qu'ils ne seraient pas capables de se développer si on les implantait.
Et en même temps, tous les jours, on voit des progrès faits pour développer des techniques de plus en plus avancées qui permettent de pousser de plus en plus loin un développement normal. Donc on voit bien que d'un côté, on veut avoir des embryons qui sont le plus normaux, et de l'autre, on se protège en disant bah, finalement, ce ne sont pas vraiment les embryons humains parce qu'ils ne sont pas viables. Inévitablement, à un moment, je pense que la technologie permettra de produire des organismes, des embryons in vitro qui pourraient s'implanter in vivo, enfin qui pourraient implanter, survivre, donner un organisme adulte. Le veut-on? À quelle fin? Donc je pense que là, c'est là que je pense que la vérité doit être, une certaine honnêteté, transparence doit être dite. Que souhaite-t-on? Que veut-on faire? Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est peut-être des sujets un peu plus techniques, mais il y a eu récemment une publication d'un certain nombre de biologistes très variés en décembre dernier sur ce qu'on appelle la biologie miroir. La biologie, enfin, tous les organismes vivants sur Terre utilisent en fait certaines espèces chimiques sous une forme chirale et pas l'autre. Donc la chiralité, c'est la symétrie de molécules qui peuvent exister normalement en deux proportions, enfin gauche et droite on va dire, et le vivant utilise certains sucres uniquement sous une forme et d'autres molécules sous une autre. Donc il y a une asymétrie moléculaire dans le vivant qu'on appelle la chiralité, et en fait certains chimistes ou biochimistes essayent de développer des méthodes pour finalement fabriquer une cellule qui utiliserait une chimie miroir de celle-ci. Alors, les questions très fondamentales que cela pose, c'est si un jour on arrivait à développer une telle cellule, et ce n'est pas impossible que ça se produise, si ce n'est demain, en tout cas dans quelques décennies, à ce moment-là, on produirait des organismes synthétiques qui seraient comme miroirs, qui pourraient échapper aux défenses immunitaires des organismes et qui pourraient donc, relâchés dans la nature, être une véritable menace. Donc, il y a un article et des discussions qui sont aujourd'hui lancées, publiques. Là, je pense qu'il y a quelque chose de plus inquiétant, même si ce n'était pas un danger pour demain. En tout cas, il y a des gens qui demandent un moratoire de ce genre d'expérimentation. Voilà. En tout cas, peut-être pour résumer, je dirais que ce qui est le plus important pour lever certaines incertitudes ou questions ou angoisses, c'est finalement d'être le plus transparent et honnête. Et je pense que là, c'est une responsabilité des scientifiques de tenir un discours qui soit honnête, éclairé, qui ne vende pas de choses qui ne sont impossibles. Et qui, voilà, et en faisant cela, je pense et qui ouvre un débat avec la société civile pour que ces questions, en fait, soient pas simplement ne trouvent pas simplement de réponse parmi les scientifiques, mais aussi dans la société. En tout cas, je pense que c'est très important. Moi, ça me permet un lien direct avec la première des trois questions que je vais vous poser pour conclure. La première, elle porte justement sur le fait que certains scientifiques ou entrepreneurs parlent de la possibilité d'intégrer des puces à des êtres humains pour pouvoir payer ou pour d'autres avancées, qui disent également que cela pourrait permettre aux hommes de vivre plus longtemps, enfin, ce genre de choses, qui posent des enjeux éthiques exceptionnels. Est-ce que, selon vous, l'avenir de l'homme passe par ce type d'augmentation technologique, ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Donc, en termes d'augmentation de facultés humaines, si jamais il y a certaines interventions technologiques sur l'homme qui permettent de corriger certaines déficiences physiologiques. On peut penser déjà au pacemaker, c'est finalement une forme assez bien acceptée qui ne pose aucun problème éthique d'un implant qui permet de corriger une déficience. On pourrait imaginer une puce qui apporterait même pour les gens avec des problèmes d'insuline en raison du diabète, un suivi beaucoup plus précis des évolutions métaboliques de l'organisme pour corriger en temps réel. Bon, donc là, on peut imaginer des tas d'améliorations. Je ne parlerai pas d'augmentation de l'homme, mais plutôt de correction de certaines déficiences et qui, à mon sens, ne pose pas de problème éthique particulier. Maintenant, on peut effectivement penser à d'autres interventions technologiques sur un organisme humain pour accroître ses facultés, en tout cas faire plus que ça, corriger certaines déficiences. Donc là, finalement, c'est presque la question du sens, du souhait qui à mon avis, m'interroge. Si jamais on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu prométhéen derrière, finalement, que souhaite l'homme en voulant s'augmenter ainsi? On voit aujourd'hui partout des gens qui veulent être immortels, qui veulent devenir plus performants. Donc, pour moi, ça interroge en fait l'image que nous voulons de société. Que souhaite-t-on? Que souhaite-t-on finalement l'être humain
doués de facultés de plus en plus grandes, alors que chaque être humain fait l'expérience de la finitude, de l'impossibilité de dépasser un certain nombre de performances. Est-ce être une meilleure femme ou un meilleur homme que d'être plus? Est-ce que l'authenticité d'une vie humaine se mesure à l'aune de performance ou à d'autres niveaux? Donc je pense que c'est une interrogation très profonde sur que signifie être un homme et une femme aujourd'hui, que souhaite-t-on dans notre société? Et là, on en revient à des questions très, très importantes finalement. Le refus de l'homme d'accepter l'altération de ses facultés liées au vieillissement, in fine sa mort, eh bien, je pense que c'est peut-être refuser ce qu'il y a de plus authentiquement humain. C'est l'expérience de cette finitude. Finalement, on pourrait même se dire, si l'être humain n'avait jamais fait l'expérience de sa finitude, de sa mort, etc., on pourrait faire disparaître l'essentiel des ouvrages philosophiques, de la littérature, toutes les productions d'art qui sont en fait toutes confrontées à cette question du sens de la vie. Pourquoi? Avec des réponses multiples dans toutes les cultures. Donc finalement, ça serait presque refuser notre condition humaine, ça serait faire table rase du passé, ce serait s'ouvrir à un avenir purement technologique, légiféré par la quantité, eugéniste, pour moi profondément misérable, et pour lequel je pense qu'il faut lutter de toutes ses forces. C'est un très beau message, par ailleurs. Ouais. Une autre question que nous avons posée à pratiquement tous les professeurs du Collège de France que nous avons reçus, c'est la suivante. Si vous pouviez avoir la réponse à une grande question en biologie ou dans une autre discipline, laquelle serait-elle? Une grande question. Ouais. Bah, peut-être que, même si ce n'est pas du tout mon terrain de recherche, je pense que bon, j'en offrir deux, mais la première serait c'est pas simplement c'est la question de la conscience, hein, mais c'est pas simplement quels sont les fondements de la conscience. Euh, oui, enfin, ça serait quand même essayer de rendre compte de l'émergence de l'inconscience dans un corps sensible. Voilà, cette question est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui on fait des machines qui peuvent converser avec un être humain. Quel est le sens de enfin, peut-on se poser la question de savoir à partir de quand en fait ces machines seront ou ne seront pas en fait capables de conscience. Donc finalement, je pense que c'est quand même une des questions les plus ultimes des sciences. Ce n'est pas celle dans laquelle du coup, je travaille, mais en tout cas, c'est une question, à mon avis, majeure. Après, par curiosité, c'est vrai que la question de l'origine de la première cellule, de quoi, comment les premières structures vivantes ont pu émerger, c'est-à-dire à partir de quand y a-t-il eu autonomisation du processus de transmission de structures et des capacités de perpétuer l'organisation du vivant? C'est quelque chose qui est à la fois très lointain, mais qui n'est pas sans connexion conceptuelle fondamentale avec les questions de morphogénèse finalement, parce que c'est pas simplement transmettre l'ADN, c'est transmettre une organisation dynamique, une certaine façon de... Voilà, donc voilà deux questions un peu, deux horizons de connaissances plutôt, que deux questions avec des réponses évidentes. Voilà, et entre ces deux extrêmes, ces deux horizons, pour moi, dans mes recherches, je dirais que ce qui est le plus, ce pourquoi j'aimerais avoir des réponses renouvelées d'ici la fin de ma carrière et peut-être plus, ça serait quelque chose de l'ordre de comment rendre compte des propriétés singulières du vivant en termes de dynamique interne d'information et d'énergie. Très bien. Et une dernière question pour terminer cet entretien. En biologie, sur quoi portent les recherches de pointe, les recherches les plus avancées actuellement? Et puis, quelles sont les grandes découvertes qui pourraient advenir en biologie dans les prochaines décennies? Très difficile de prédire ce que seront les grandes découvertes. Très difficile. Donc je vais pas m'aventurer. À vrai dire, les domaines de pointe, il y en a tellement que ça serait très réducteur d'en retenir. Donc j'ai peur de ne pas vraiment répondre à la question. Est-ce qu'il y a des recherches qui vous passionnent particulièrement en Oui, ce moment? je pense que celle que j'ai soulignée à l'instant sur quel est le statut d'un système vivant, qu'est-ce qui le maintient dans son état dynamique, qu'est-ce qui maintient, voilà, qu'est-ce que le vivant,
c'est vraiment une question qui n'est pas nouvelle, certes, mais je pense qu'en s'intéressant au flux d'énergie et au flux d'informations qui opèrent dans un système vivant, je pense qu'on a moyen de répondre à ce grand mystère, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la vie. Alors, il y a eu des réponses partielles à différents degrés. Je pense que d'ici la fin de ma carrière et après, je suis sûr qu'on aura une vision différente de cette question-là. En tout cas, c'est peut-être à la fois la question la plus fondamentale, c'est celle sur lesquelles je sens que mes recherches, avec lesquelles elles sont le plus en prise. Tous mes cours au Collège de France sont d'une certaine façon ou d'une autre une tentative partielle de répondre un peu plus à cette question, qu'est-ce qu'un système vivant? Et je pense que justement, en s'intéressant à la question de l'information et à la question de l'énergétique, qui sont d'ailleurs les sujets de mes cours en ce moment, et pour les années qui viennent, je pense qu'il y a moyen d'aborder les questions du vivant sous un ordre autre que simplement celui des molécules ou des gènes qui font telle ou telle chose, qui est l'approche classique de la biologie, et qui s'inspire beaucoup plus justement des sciences autres comme la physique, les mathématiques et l'informatique. Voilà. Voilà, je tiens de nouveau à vous remercier au nom vous en de prie. la chaîne Sciences et Culture, des associations de l'ENS et de la Sorbonne, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je cite pour terminer vos leçons au Collège de France, Dynamique du vivant, publié en 2018 aux éditions Fayard, et puis les différentes vidéos qui ont été prises Sur YouTube, sur YouTube. sur la chaîne YouTube du Collège de France. Exactement. Tout à fait. Merci de nouveau. Merci beaucoup. Au revoir.